qui croit encore que le vrai amour existe. J'avais cherché des alliés à cette fête. En vain. Un type de mon âge m'avait semblé un complice potentiel. Assis, seul, perdu dans ses pensées, un verre posé devant lui. Il portait une cravate mauve en polyester, des favoris, des lunettes trop petites en métal. J'avais engagé la conversation en lui parlant de la liste des chanteurs morts dans l'année publiée par le New York Times. Mais il m'avait ignoré. Je ne représentais qu'une tache sur ses lunettes. Puis j'ai porté mes espoirs sur un couple timide, coincé derrière le piano à queue, dont le vernis était si impeccable que l'on se voyait dedans. Mais leurs idées auraient pu remporter les Olympiades du consensus. De petits groupes s'étaient formés, comme si les morceaux de ferraille dans le cœur des hommes et des femmes les avaient aimantés. De petites galaxies sociales de 3, 4, 6 ou 7 planètes. Et je restais seul, mon verre de Porto à la main. Bien sûr, j'aurais pu me saouler et m'intégrer à un de ces groupes, mais cela aurait été abdiquer. J'ai préféré m'exiler dans la petite bibliothèque au fond de l'appartement, une bouteille d'un vieux whisky sous le bras. Les invités avaient entassé leurs manteaux sur le canapé et leurs sacs par terre. La bibliothèque me rappelait que si Stella avait un goût déplorable dans le choix de ses amis, en revanche nous partagions les mêmes engouements littéraires. Ce n'était pas la bibliothèque principale, mais l'annexe. On y trouvait de la science-fiction, des dictionnaires, des livres d'entomologie et, surprise, la collection complète de mes 24 romans. Joie et orgueil de voir Antoine Vernet imprimé sur la tranche. J'en ai ouvert quelques-uns. Ils n'avaient pas été lus. Pas de pages cornées, pas de traces de pliures sur les reliures. Ils étaient immaculés. Chaque exemplaire avait été dédicacé, mais ni Rougir pour le plaisir, ni L'amour commotion, ni aucun autre de mes livres ne portait une des classiques marques qui pourraient indiquer qu'ils avaient été lus. Stella avait ignoré mes romans. Elle n'avait sans doute même pas lu mes dédicaces chargées d'ambiguïté sexuelle. Je me suis assis sur la montagne de manteaux et j'ai bu. J'ai bu comme jamais. Chaque gorgée devait me laver de toutes les saloperies de ces dernières années, la rupture, la pauvreté, l'isolement social, l'absence de reconnaissance. Chaque verre devait me guérir. Je me suis réveillé 8 heures plus tard. Le jour commençait à se lever, matin de la fin d'hiver, bleu et lumineux. Des étourneaux passaient dans le cadre de la fenêtre qui donnait sur une minuscule cour intérieure, dont la seule fonction était d'accueillir des conduits d'aération et des tuyaux d'évacuation des eaux usées. Le lierre des murs gris montait jusqu'au toit. Je n'entendais plus les conversations. Mais les manteaux des invités reposaient toujours sur le canapé. C'était étrange. Je me suis imaginé que Stella et ses amis devaient jouer à quelques jeux mondains et silencieux, ou bien un poète anorexique murmurait sa dernière œuvre sur le désert de son cœur. Il était 8 heures, et j'avais une méchante gueule de bois. Un vague brouhaha me parvenait, mais cela venait de l'extérieur. Non sans inquiétude devant le spectacle désolant que je m'attendais à découvrir, je me suis dirigé vers le salon en me tenant au mur. Je n'étais pas frais. J'ai lissé mes cheveux, défroissé ma chemise avec le plat de la main, vérifié mon haleine. Pas terrible. Il y avait une drôle d'odeur. Ce n'était pas l'habituel mélange marijuana, tabac, parfum, sueur, vin. J'ai éternué au moment où j'entrais dans le salon. Le rouge couvrait tout. J'ai porté mon regard sur le sol, les murs, du rouge, du rouge, du rouge. Je ne comprenais pas. J'étais hébété, perplexe, perdu. La réalité de ce que je voyais n'a pas tardé à me sauter au visage.
C'était du sang. À son odeur se mêlaient des relents d'excréments et de sucs gastriques. J'ai vomi. Et quand je me suis rendu compte que j'avais vomi sur un corps sans tête, j'ai vomi davantage encore, comme si je voulais me débarrasser de mes organes internes, me faire disparaître en me dévidant. Je me suis écarté. J'ai toussé pendant plusieurs secondes. J'ai rouvert les yeux. Mes pieds trempaient dans le sang. Un gong explosa dans mes tempes. Mes oreilles se sont mises à siffler. J'avais l'impression d'avoir la tête sous l'eau, les tympans prêts à exploser. Un massacre avait eu lieu. Bien plus d'une personne avait été assassinée, c'était certain, et pourtant il n'y avait pas d'autres cadavres. Pourquoi la police n'était-elle pas là ? Je me raccrochais à l'illogisme de la situation pour ne pas sombrer dans une crise de terreur. Quelque chose clochait. Ça n'avait pas de sens. Il y avait eu une hécatombe, mais on avait enlevé les corps. Mon cerveau s'est mis en marche. J'ai analysé. Je pensais pour ne pas m'écrouler. Je pensais comme on serre la rambarde d'un bateau, pour ne pas être emporté par une vague monstrueuse. On avait lutté dans le salon, la cuisine et le couloir. J'apercevais l'entrée de la salle de bain et le carrelage était rouge. De sanglantes empreintes de doigts et de mains couvraient les murs du salon et les portes, les affiches, les touches blanches du piano, les objets d'art, les livres, comme l'œuvre d'un décorateur sous l'emprise du LSD. Il y avait des cheveux mélangés au sang et, me semblait-il, des morceaux de peau et de chair. Des couteaux traînaient au sol, des verres cassés, des bouteilles brisées qui avaient servi d'armes. Pour attaquer ? Se défendre ? Mon premier réflexe, pur instinct, a été de vérifier si la porte d'entrée était bien fermée. Elle ne l'était pas. J'ai mis la chaîne de sécurité. Le cœur battant, armé d'un long couteau de cuisine, j'ai vérifié toutes les pièces. Il n'y avait personne. Je me suis dirigé vers la porte-fenêtre qui donnait sur le balcon. Le sang avait commencé à sécher. Les semelles de mes chaussures collaient quand elles quittaient le sol. Je me concentrais sur le jour qui se levait. Les toits des immeubles de Montmartre, les pales du Moulin Rouge qui répondaient à celles du Moulin de la Galette. J'ai ouvert la porte-fenêtre pour respirer de l'air frais, trouver un peu de répit. Mes oreilles se sont débouchées d'un coup, comme s'il y avait eu un brusque changement de pression. C'est alors que j'ai compris que le double vitrage et ma surdité temporaire m'avaient protégé de la véritable horreur. Sirènes, klaxons, hurlements, coups de feu et des cris de terreur qui déchiraient l'air. Je suis allé sur le balcon avec précaution. Des gens couraient. Le boulevard Clichy était plein de voitures accidentées. Entre ces voitures, des hommes mangeaient d'autres hommes. Ils leur arrachaient des bouts de chair avec les dents. Ils les démembraient et plongeaient leurs doigts dans leurs entrailles. Ils les dévoraient. C'était une douce et ensoleillée aube d'un hiver finissant. J'avais une gueule de bois, et des gens se massacraient sous mes yeux. Beaucoup de gens. Des hélicoptères passaient dans le ciel, comme si nous étions en état de guerre. Une voiture de police s'est égarée en dérapant, des flics en étaient descendus et avaient tiré sur les agresseurs. Mais leurs balles ne les avaient pas arrêtés. L'odeur de la poudre montait jusqu'à moi et me piquait le nez comme du poivre. Je distinguais ceux qui voulaient fuir et ceux qui voulaient les attraper. Il y avait deux camps distincts. Vous êtes sur un balcon et vous vous rendez compte que vous assistez à un film d'horreur. Mais réel, cette fois. Tous les films que vous avez vus vous reviennent en mémoire, et vous comprenez que ce n'est pas un rêve, et que la terreur est enfin au grand jour. Des zombies sont en bas de chez vous. Des zombies. Il n'y avait pas à tergiverser.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.